Voilà, bonjour à tous, bienvenue. Alors, on est en train d'accueillir les premiers participants. Bienvenue à tous. On va attendre une petite minute, le temps que tout le monde puisse se connecter. Bienvenue, n'hésitez pas à nous faire coucou. Voilà, je vois déjà Nathalie qui nous dit bonjour, à nous faire un petit coucou dans l'espace de chat. Cet espace de chat est mis à votre disposition pour que vous puissiez poser toutes vos questions. On est vraiment ravis de vous accueillir. Donc, moi, je suis Marine de Médoucine. Médoucine, c'est un réseau de praticiens certifiés en médecine douce. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet de saison, puisque nous allons parler de notre peau et du soleil et comment prendre soin de notre enveloppe, surtout à l'approche de l'été. Et pour ça, eh bien, on a des invités de marque qui sont là donc pour répondre à toutes vos questions. Nous avons Maria Fornel-Selam, qui est praticienne et experte en nutrition du réseau Médoucine, Inès Anciaès, qui est naturopathe, et Lucille Bataille, qui est docteure en pharmacie et fondatrice de la marque La Beauté, qui donc vont vous présenter et répondre à toutes vos questions sur l'entretien et le soin de votre peau en période estivale. Voilà, mais vous êtes tous en train d'arriver. Bonjour à tous, je crois qu'on va pouvoir commencer. Bonjour chères intervenantes, comment allez-vous? Ça va, merci. Bonjour Marine, bonjour à toutes. Bonjour à et toutes. À tous. Bonjour, bonjour. Alors, n'hésitez pas, je le redis, pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez un espace de chat dans lequel vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez et surtout, si vous avez des sujets de prédilection que vous souhaiteriez voir abordés, n'hésitez pas. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Super. Bon, très bien. Écoutez, je vous ai présenté. Peut-être vous voulez refaire un petit tour de table et puis on se lance? Oui, très bien. Donc, je m'appelle Maria Fornel-Selam. Je suis praticienne en nutrition, en nutrithérapeute et coach en nutrition et mode de vie. Bonjour Maria. Bonjour. Bonjour, donc moi c'est Inès Anciaès, je suis naturopathe, installée en cabinet. Bonjour à tous, moi je suis Lucille Bataille. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien, Lucille. Formidable. Je suis Lucille Bataille, je suis docteure en pharmacie et je suis la fondatrice de La Beauté. Alors, La Beauté, c'est une marque de produits cosmétiques qui a la particularité de fabriquer tous ses produits sur mesure. Je ne me vois pas bien, mais je voudrais vous montrer en fait à quoi ressemble mon laboratoire. Donc, je fais à l'aveugle. Est-ce que vous voyez, Marine, peut-être? Oui, on voit très bien. On voit c'est très beau, c'est très belle étagère avec les produits. Oui. Effectivement. Et là, alors, ce sont des pots vides parce que nous, on fait des diagnostics de peau et ensuite, on fabrique l'ensemble de nos produits ici, dans le laboratoire, à la demande. Donc, ce sont des produits frais dont la valeur active repose sur l'utilisation de plantes médicinales. Et tous les produits sont fabriqués à la demande. Donc, on peut se passer, on a un circuit très court et on peut ainsi se passer de beaucoup d'additifs, notamment des conservateurs, qui sont souvent mal tolérés par la peau. Et on a la chance, du coup, d'avoir, in fine, des formules qui marchent pour chaque personne, puisqu'on les adapte sur tous leurs aspects, à la fois l'efficacité, la texture, le parfum, donc la sensorialité, en fonction de chaque personne. On a une gamme assez large de 12 produits pour cibler tous les besoins, des sérums, des crèmes, des peelings. Et chaque protocole est fait en fonction de chaque personne, puisque tout le monde n'a pas besoin de mettre 10 produits par jour sur le visage. Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci pour cette présentation. Bienvenue aux derniers arrivés. Écoutez, c'est parti. Je vous partage donc la présentation qu'ont préparée nos 3 expertes. Donc, le soleil est un allié si on le comprend bien. Oui, donc je vais commencer en fait parce que en naturopathie, on considère le soleil comme un élément vital. Donc, il fait partie de la cure naturopathique. Il nous apporte notamment la vitamine D. Ça se passe par la peau. En fait, il y a la transformation, le soleil permet la transformation du cholestérol qui se trouve au niveau de la peau en vitamine D. Et donc, cette vitamine D, c'est la vitamine de l'immunité. C'est la vitamine qui nous permet de fixer le calcium dans l'os. Donc, elle est très importante. On sait qu'il faut au minimum
une demi-heure d'exposition quotidienne, au moins du visage et des avant-bras pour cette synthèse, voilà, au quotidien. Le soleil, c'est aussi un antidépresseur, c'est très important puisqu'en fait, il va nous permettre de freiner la mélatonine, donc qui est l'hormone du sommeil, qui est donc importante pour le soir, évidemment. Mais en cours de journée, lorsqu'on l'a en trop grande quantité, on peut avoir une somnolence, un manque de motivation. Donc voilà, c'est important. Le soleil va nous permettre de freiner cette hormone naturelle. Ensuite, on a, donc, j'avais déjà dit, le renforcement du système immunitaire aussi parce que en fait, le soleil agit sur la moelle épinière, ça la stimule. Et donc, on a globules blancs et globules rouges qui sont un peu plus fabriqués. Et enfin, on a sur la peau une action antiseptique des UV par destruction des germes et des microbes qui sont à la surface. Et on a même voilà, sur certaines dermatoses, une amélioration concrète quand ça se passe dans de bonnes conditions. Voilà, pour ce qui est des bienfaits. Donc, il faut aussi parler des problèmes lorsqu'on s'expose avec, voilà, comment dire, avec excès. Donc, si tu peux, Marine, passer à la slide suivante. Bien sûr. Voilà, donc en fait, il y a des risques qui sont que d'abord, il y a plusieurs longueurs d'onde, donc il faut les connaître. On a la lumière visible qui est constante toute l'année, voilà, qu'on perçoit justement quand on voit l'arc-en-ciel, on la voit se décomposer, se fragmenter. On a les infrarouges qui sont eux aussi constants toute l'année et qui sont en fait qui nous permettent d'avoir la sensation de chaleur. En fait, ils vont nous alerter justement sur la chaleur. Ils vont vraiment pénétrer jusqu'à l'épiderme pour ça. Et enfin, on a les ultraviolets qui, eux, sont dans des longueurs d'onde plus courtes, qui sont de trois types. On a les UVC, les UVA, les UVB, les UVA. Donc, les UVC, en fait, sont normalement arrêtés par la couche d'ozone, donc on ne va pas en parler. Après, on a les UVB. Et donc, ce sont les UVB qui favorisent les coups de soleil. Ils sont normalement arrêtés par le verre et par l'épiderme. Donc, ceux-là, donc les UVA et les UVB, sont au contraire plus importants en été. Donc, c'est là qu'il faut faire attention. Les UVB, en fait, les deux d'ailleurs vont varier selon la latitude, selon l'endroit où on se trouve sur le globe, selon donc la saison, j'ai déjà dit, selon l'heure de la journée aussi. Donc pour nous, en Europe, c'est en juin justement, au moment de l'équinoxe, que ça va être le plus intense. Donc ça va être entre heure solaire, entre 10h et 14h, c'est-à-dire pour nous, en France, heure d'été, entre midi et 16h. Et donc, il faut faire attention parce qu'à haute dose, les UVB sont cancérigènes, il faut le savoir. Mais l'intérêt des UVB, c'est qu'ils donnent des coups de soleil. Donc, c'est vraiment le signal d'alarme naturel. Hein, c'est un signal d'alarme voilà, qui nous alerte sur le danger. Les UVA, de l'autre côté, eux sont majoritaires. Donc, c'est eux qui permettent le bronzage par stimulation des mélanocytes qui sont dans la couche la plus profonde de l'épiderme. Donc, ça va jusque-là. Donc, on les a considérés longtemps comme étant inoffensifs. Mais en fait, il faut s'en méfier parce qu'ils ne sont pas arrêtés ni par le verre ni par l'épiderme. Et donc, ils vont pénétrer jusqu'au derme. Et c'est là qu'ils favorisent la production de radicaux libres. Donc, c'est-à-dire un vieillissement, en fait, accéléré de la peau. En fait, ça va perturber la synthèse de fibres de collagène et d'élastine. En excès, c'est un vieillissement accéléré. Et c'est aussi les UVA qui sont à l'origine du phénomène de photosensibilité.
Donc, là encore, en cas d'excès, évidemment. Donc, les UVA, c'est eux qui nous font bronzer, on va dire. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est actuellement, mais en fait, longtemps, justement, ils ont été majoritaires en France dans les cabines de bronzage. Ce qui fait qu'on avait un réel danger parce qu'il n'y a pas d'épaississement de la peau, on ne bénéficie pas de l'épaississement de la peau qui nous protégerait. Donc les deux, UVA et UVB, sont cancérigènes, mais voilà, lorsqu'il n'y a pas assez d'UVB qui nous protège en épaississant la peau pour une protection naturelle, on n'a pas de signal d'alerte avec non plus avec un coup de soleil, enfin voilà, donc ça peut provoquer des dégâts sans qu'on s'en aperçoive. En fait, la mélanine, c'est ça qui nous protège des excès, en fait. C'est ça qui va nous permettre de nous protéger lorsqu'on a un coup de soleil et lorsqu'on a un bronzage trop intense qui se produit. Donc, en fait, le cancer existe avec les deux types d'ultraviolet. Mais c'est surtout le cas si on ne s'expose pas assez régulièrement, c'est-à-dire si on s'expose de façon intensive tout à coup à une seule période de l'année et sans respecter les précautions d'exposition, qu'on expliquera plus tard. Donc, le fameux adage, il faut préparer sa peau, s'exposer de façon, on va dire, exponentielle et ça se vérifie, ce conseil de grand-mère. Exactement, voilà. Donc, de façon progressive, idéalement, il faudrait un peu plus chaque jour. D'accord. Pour que la peau ait le temps de renforcer son système de protection. Très voilà. bien. Et dernière chose, il faut aussi faire attention à la couverture nuageuse, tout simplement aux conditions atmosphériques, météo, parce que voilà, des nuages pas très épais, ça ne va pas forcément nous protéger en réalité, alors qu'on aura une sensation de chaleur qui sera amoindrie. Donc, on ne va pas être alerté du danger, alors qu'en réalité, les ultraviolets continuent d'arriver jusqu'à la peau et peuvent provoquer justement des dangers, des problèmes. Voilà. Alors, on a eu la question. Oui, pardon, je précise là, les slides sont très imagés avec des petits schémas. On nous a posé la question. Vous allez recevoir le replay après le webinaire et on vous enverra également la présentation. Je crois que je couper la parole, Lucille. Excuse-moi. Non, pardonnez-moi, c'est moi, Marine. Est-ce qu'on peut revenir à la slide précédente parce que Inès m'a fait une super entrée en matière pour parler effectivement de la mélanine et de cette protection naturelle de notre corps. Si on dit qu'il faut s'exposer progressivement et de façon fractionnée, c'est justement pour laisser le temps à notre peau de produire la mélanine. La mélanine, c'est le pigment coloré qui donne cet aspect bonne mine et plus foncé à la peau au contact du soleil. On considère qu'il faut entre 3 et 4 jours à nos cellules, les mélanocytes, pour commencer à se mettre en ordre de bataille pour fabriquer la mélanine. Je vous ai fait un petit schéma de la peau. Donc, on retrouve les différentes couches que Inès a évoquées avec le derme en profondeur. Le derme dans la peau, il faut imaginer ça comme le sommier d'un lit. Le derme, c'est des fibres de collagène, d'acide hyaluronique, d'élastine qui permettent de soutenir toute la peau qu'on voit en surface, qui est composée de l'épiderme avec la couche cornée à la surface qui fait partie de l'épiderme, qui est une couche de cellules mortes. Et donc, plus les fibres sont denses, plus les fibres sont nombreuses, plus la peau va être lisse en surface. Et donc, quand on dit que le soleil fait vieillir la peau un peu plus vite, c'est parce qu'elle détruit finalement ce sommier. Et donc, si vous avez moins de latte dans un sommier, à la surface, le matelas peut présenter des creux. Donc, c'est de façon assez simple la façon dont vieillit notre peau. Et donc, pour fabriquer de la mélanine, les mélanocytes que vous avez en profondeur, donc comme le disait Inès, couche basale de l'épiderme, c'est mes petits nuages orange. Donc, ces cellules-là, en fait, vont transformer un acide aminé qui s'appelle la tyrosine, va transformer grâce à une enzyme qui s'appelle la tyrosinase, qu'elle doit d'abord produire. Donc, le mélanocyte commence par produire de la tyrosinase. Ensuite, il prend de la tyrosine, il la transforme. Dans ces petits mélanosomes, c'est des petites poches à l'intérieur de sa cellule, c'est son laboratoire. Dans une cellule, il y a des différentes petites entités. Donc là, dans les mélanosomes, il fabrique
les différents types de mélanine. On a 2 types de mélanine, eumélanine et phéomélanine. Elles n'ont pas tout à fait la même couleur. Les eumélanines sont très foncées et les phéomélanines sont plutôt un peu plus claires. Donc, c'est pour ça qu'on a différents types de coloration. Il y a des peaux qui sont claires et qui restent claires au soleil parce qu'elles vont avoir plus de phéomélanine, et des peaux qui vont être beaucoup plus bronzées et qui vont bronzer plus intensément après au contact du soleil parce qu'en fait, elles ont une capacité à fabriquer beaucoup plus de mélanine. Voilà. Et on considère effectivement qu'au contact des UV, en fait, ça stimule toute cette machine, toute cette machinerie, et on produit ces deux pigments qui ensuite en fait, sont transférés du mélanocyte dans un autre type de cellules qui s'appelle les kératinocytes. C'est les petites cellules que vous voyez partout dans l'épiderme. Et en fait, vos kératinocytes, naturellement, dans la peau, vont du bas vers le haut. En 28 jours, votre peau se renouvelle en permanence. Et donc, les petits kératinocytes qui sont près des mélanocytes vont attraper les pigments de mélanine et ensuite, il faut leur laisser le temps d'arriver à la surface pour effectivement déposer ce pigment protecteur à la surface de la peau. Donc, c'est comme ça que ça marche et c'est pour ça qu'il y a un petit décalage entre la première fois où on s'expose et puis la coloration qu'on peut constater sur notre peau. On peut passer, si vous voulez, Marine, à la slide suivante. Voilà. Donc, comme elle a dit Inès, le soleil est absolument essentiel pour la vie et pour le bien-être. Mais je voulais montrer ce slide pour montrer un peu les effets physiologiques de soleil sur la peau. La peau qui est donc une de nos barrières, la première barrière de notre système immunitaire qui nous protège. Et le soleil, donc les rayons UV, vont créer un stimulus inflammatoire au niveau de la peau, donc un stress pour la peau. Ça va induire des dérivés réactifs de l'oxygène ou de stress oxydatif qui, je ne sais pas si c'est très clair par le petit le petit diagramme là, mais qui va induire de stress oxydatif. Et en effet, dans le corps, tout est une question d'équilibre. Donc, il faut un équilibre entre les antioxydants et les oxydants. Et trop de soleil, ou si on est mal préparé pour le soleil, ou trop de soleil d'un coup peut induire un stress oxydatif important et qui va donc aussi endommager l'ADN éventuellement et faire un vieillissement prématuré de la peau. Et comme Inès a dit aussi, et on voit sur le petit schéma que cette stress oxydatif va inhiber la synthétisation de collagène ou de fibres collagène et qui fait que la peau va être endommagée. Merci Maria. Moi, je pense à pas mal d'amis qui s'exposent un peu violemment là. Et chaque année, quand les beaux jours arrivent, et je pense que je leur enverrai les petits schémas. Parce que oui. Faut imaginer le stress oxydatif comme de la rouille qui se met partout ensuite autour de nos cellules, de nos fibres, et qui sont très dommageables. Et après, effectivement, ça se voit au fur et à mesure du temps, Marie. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est bien de replacer les choses dans un contexte plus scientifique et de comprendre ce qui se passe en fait quand on s'expose de façon trop violente. C'est qu'on a souvent l'objectif d'avoir un teint un peu hâlé, une bonne mine, mais je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir votre point de vue et qu'on comprenne ce qui se produit sur notre peau et quelles sont les réactions physiologiques en fait que produit le soleil. Vraiment très intéressant. On passe à la suite ? Alors, préparation au soleil, c'est vraiment ce qui va nous intéresser. Comment peut-on protéger sa peau et prévenir donc les différents risques qu'on vient d'évoquer ? Donc en fait, les phototypes, donc c'est le degré de protection contre les rayons solaires. En fait, ça correspond un peu à la synthèse de pigments de mélanine dont parlait Lucille, ce qui est différent selon les individus. Donc on distingue 3 phototypes principaux différents. On a les individus à la peau laiteuse, avec des cheveux roux et des taches de rousseur, qui sont des personnes qui, sauf exception, ne bronzeront pas, en fait, et qui devront vraiment éviter le soleil. On a les personnes à la peau claire, aux cheveux blonds et aux taches de rousseur, parfois qui
vont bronzer, mais qui devront vraiment prendre des précautions pour s'exposer. Et enfin, on a les personnes à la peau mate, aux yeux foncés et aux cheveux foncés, qui vont bronzer plus facilement. En fait, 90% des UVB sont absorbés par la mélanine que les individus à la peau foncée ont en plus grande quantité. En fait, les individus qui ont la peau plus foncée doivent s'exposer plus aussi. Donc, en fait, ils doivent faire attention à l'excès d'exposition quand même, parce que c'est vrai qu'il y a un risque de coup de soleil masqué, qu'on ne verra pas. Mais néanmoins, voilà, ils peuvent quand même en subir les conséquences d'une exposition intensive et non préparée, un peu trop brutale. Mais disons que globalement, il y a 3 phototypes. C'est très schématique, évidemment. J'ai vu passer une question. J'ai la peau claire et les cheveux foncés. Oui, voilà, c'est encore une fois, c'est très schématique. Donc, chaque personne est différente. Mais on voit globalement qu'une personne à la peau très foncée pourra s'exposer plus facilement qu'une personne rousse à la peau très, très claire. Dans ce spectre de peau et de cheveux, évidemment, il y a des nuances. Très bien. On a une petite question aussi liée à l'âge. Donc, c'est Isabelle qui nous demande pourquoi la peau bronze-t-elle de plus en plus rapidement avec l'âge? Est-ce qu'il y a une mémoire de la peau? En tout cas, c'est ce qu'Isabelle constate pour elle. Alors moi, je ne saurais pas répondre à cette question. Peut-être Lucille. Non, alors, c'est pas décrit, il n'y a pas de... Ce phénomène-là est peut-être très observé chez certaines peaux, mais il n'y a rien de physiologique. On ne peut pas dire que plus nos mélanocytes sont entraînés. En fait, vous ne pouvez pas entraîner vos mélanocytes à produire de façon plus rapide, plus efficace la mélanine. C'est un processus qui est constant dans le temps. On a besoin de 3 à 4 jours pour lancer toute la machine et ça on ne va pas plus vite en vieillissant. En revanche, par contre, quand on parle d'entamer son capital solaire, c'est plutôt qu'au fur et à mesure du temps, les mélanocytes, s'ils sont trop sollicités, vont commencer et que quand on parlait d'ADN endommagé par les UV, c'est l'ADN des cellules, des mélanocytes qui peut être abîmé et qui du coup se met à produire des mélanines qui sont défectueuses. Donc on peut avoir des taches pigmentaires, voire à long terme des cancers de la peau. Mais par contre, on ne peut pas dire, aucune publication décrit effectivement un effet d'entraînement avec le temps des mélanocytes. Mais peut-être qu'après, chaque individu, peut-être que ce qui peut être vu, je réfléchis en même temps pour essayer de trouver des éléments de réponse, mais ce qui peut être vu, c'est que si en fait l'exposition au soleil au fur et à mesure d'une année à l'autre, par exemple, est plus important avec un arrêt d'exposition qui est plus court dans le temps, là en fait, vous repartez pas de zéro. Donc votre mélanocyte garde un certain entraînement. Il y a déjà la tyrosinase qui a été synthétisée, il est déjà en marche pour faire la mélanine. Donc ça, peut-être, ça peut jouer. Donc un écart moins grand entre des périodes d'exposition peut expliquer le fait qu'on bronze plus vite. Ça, oui. Très bien, merci Lucille pour ton éclairage. Alors, je passe à la suite. Donc, pour revenir un peu sur le schéma que je montrais tout à l'heure, pour bien comprendre comment l'alimentation en amont et pendant l'exposition peut vraiment aider pour augmenter la résistance au coup de soleil. Encore une fois, les bases, là je parle de choses qu'on peut acheter, mais les bases sont évidemment de suivre une alimentation saine, non transformée, éviter tout ce qui est sucre, tout ce qui est huile ou graisse trans ou hydrogénée. Mais donc, le base d'une bonne alimentation pour à la fois préparer et pendant l'exposition, c'est évidemment en première de bien s'hydrater. Encore une fois, la peau est en grande partie constituée de l'eau, comme tout le corps d'ailleurs, pour garder cette élasticité. Et pour, évidemment, pendant l'exposition, il y a une déshydratation importante de la peau, mais aussi parce que l'eau apporte de minéraux
Et après, pour revenir sur le slide, donc une partie très importante dans cette prévention, ça va être un apport important d'antioxydants, de toujours continuer à avoir des antioxydants au même temps qu'on peut aussi diminuer les autres stresseurs, que si le soleil constitue un stress. Il y a évidemment aussi beaucoup d'autres facteurs de stress comme trop d'aliments transformés, trop d'alcool, trop de café, trop de stress. Donc, c'est vraiment d'essayer d'éviter tous ces stresseurs et d'ajouter des antioxydants que je vais parler plus en détail après, mais donc notamment tout ce qui est caroténoïdes, polyphénols, tocophérols, etc. Et dernièrement, quelque chose de très important, c'est les bonnes graisses. En effet, comme on dit désormais, c'est qu'il ne faut pas éviter les graisses, il faut manger de meilleures graisses ou de bonnes graisses, et notamment en termes d'oméga 3, qui est un acide gras essentiel, qui protège vraiment la peau contre notamment les UVB. On sait par exemple que quand on a une carence en oméga 3, on a plus facilement de coups de soleil. Et une alimentation adéquate en oméga 3 peut même augmenter la résistance, où on peut rester au soleil plus longtemps sans se prendre de coups de soleil. Mais aussi d'autres bonnes graisses, évidemment, l'huile d'olive, entre autres, mais aussi un peu de cholestérol, encore une fois, pour cette synthétisation de la vitamine D dans la peau. Super, merci Maria pour cet éclairage. Oui, je pense que Inès, tu ne vas pas me contredire, mais prendre soin de sa peau, c'est avant tout faire attention à ce qu'on mange. Et si vous allez voir un naturopathe pour des problématiques de peau, il va certainement s'intéresser tout d'abord à ce que vous mangez. C'est la première médecine, là, de toute façon. Oui, tout à fait. Alors, pour s'exposer sans danger, les plantes à éviter. Alors, tiens, ça c'est intéressant. Oui, parce qu'en fait, je voulais insister sur les plantes qui sont photosensibilisantes. Donc, on n'est pas forcément, enfin, on connaît les vertus des plantes, mais pas forcément les dangers, les effets secondaires. Oui, c'est vrai. Notamment le millepertuis, qui est un antidépresseur majeur qu'on connaît bien. Et on a des cas qui ont été rapportés de photosensibilisation lors d'une prise en interne de cet antidépresseur. Donc, il faut faire attention lorsqu'on s'expose, lorsqu'on est en cours de traitement. Il y a aussi le problème des produits faits maison. Il y a une vague du fait maison actuellement pour les cosmétiques. Et il faut savoir que si on rajoute des huiles essentielles, notamment issues de zestes d'agrumes, on s'expose aussi à un risque de brûlure, tout simplement, parce qu'il y a une photosensibilisation par ces produits-là. Il y a d'autres huiles, d'autres produits aussi, des plantes comme l'angélique ou la verveine citronnelle. Globalement, les agrumes, sinon, vraiment pamplemousse, bergamote, citron, ce sont vraiment les huiles essentielles sur lesquelles il faut être très vigilant avant de s'exposer. Alors, du coup, est-ce que c'est plutôt des produits, en tout cas pour les usages externes, si on les utilisait le matin, on peut plutôt les appliquer le soir? Ça, c'est une bonne façon de faire? Voilà, par exemple, le millepertuis en huile sur une application externe pour guérir, entre guillemets, pour soulager une brûlure, c'est possible. Mais évidemment, on ne va pas s'exposer après. Les huiles essentielles anti-moustiques le soir aussi, mais voilà, de la même façon, on ne va pas s'exposer. Là, c'est vraiment pour une exposition immédiate après, là, on s'expose à des risques. Très bien. Merci pour ces précisions. Et alors, à contrario, il y a des plantes amies. Oui, donc Maria parlait des caroténoïdes, enfin du bêta-carotène. En fait, on a des plantes qui sont connues pour être des pourvoyeuses de bêta-carotène. Donc on a le l'urucum, qui est une graine, la graine d'un fruit en fait tropical, qui nous permet quelque part d'accélérer le système de protection face au soleil. Donc on estime à dose quotidienne maximale entre 3 et 5 grammes. Donc, on peut la trouver en poudre. En général, c'est plutôt pour l'application externe, mais sinon en gélule, en magasin bio, par exemple.
pour préparer au soleil. Il y a aussi la Dunaliella salina, qui est une algue qui donne cette coloration rouge qu'on voit dans l'eau, et qu'on trouvera aussi sous forme de gélules pour aussi accélérer le bronzage, enfin la protection. Encore une fois, c'est plutôt le système de protection qui se met en marche plus rapidement. Et là, du coup, on prendra ça au cours d'un repas. Mais évidemment, l'essentiel, c'est quand même l'alimentation. Il vaut mieux prendre de façon naturelle du bêta-carotène. En plus, avec d'autres nutriments, c'est quand même mieux que d'avoir juste celui-ci isolé. Oui, bien sûr. La complémentation ne fait pas tout. On a une question de Manuela qui revient sur les huiles essentielles et qui se demande si les huiles essentielles d'agrumes en usage interne sont à éviter aussi en période estivale. Alors moi, j'en ai pas entendu parler en interne. Après, de toute façon, en interne, les huiles essentielles sont vraiment à prendre avec grande modération. Donc, je ne sais pas de quel traitement elle parlait exactement. Mais en général, on prend pour n'importe quelle huile, d'ailleurs, 1 à 2 gouttes maximum bien diluées dans une huile végétale. Donc a priori, il n'y a pas de danger majeur. Là, c'est vraiment sur la peau, tout ce qui est issu de zeste d'agrumes sur lequel il faut être vigilant. Ok, donc Manuela précise qu'elle prend une goutte sous la langue de citron ou d'orange. Une goutte, je pense pas qu'il y ait je pense pas qu'il y ait de risque majeur. En plus, il y a une différence entre les huiles essentielles expressées, donc ça c'est le zeste en fait qui est utilisé, et distillé. Donc je sais pas de quelle huile elle parlait, mais je sais que pour le citron, les deux existent. Donc il y a moins de risque avec les huiles distillées, donc c'est pas la même partie de la plante qui sera utilisée. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions, Inès. Alors maintenant, je pense une question qui nous intéresse tous, c'est comment s'exposer en toute sécurité? Parce que oui, les beaux jours arrivent et on a quand même envie d'aller au soleil et de profiter de la douceur des rayons. Alors, comment fait-on? Donc forcément, il faut se protéger les yeux, ça c'est important, surtout pour les enfants qui ont les yeux très fragiles. Donc la peau, c'est pas tout, il y a aussi, faut se protéger globalement. Même voir garder ses vêtements idéalement, mais enfin bon, c'est pas forcément ce que tout le monde souhaite. On se protégera la tête aussi, la nuque, par exemple avec un chapeau très très large qui protégera la nuque aussi. Faudra faire attention tout simplement aux gens qui sont chauves. On n'y pense pas, mais les cheveux, c'est un système de protection naturel, donc on risque un coup de soleil sur la tête. On va privilégier l'exposition donc progressive, comme on l'a déjà dit, de préférence courte. Hein. Il ne s'agit pas de faire la crêpe toute l'après-midi. Pendant les plages horaires qu'on a évoquées, c'est-à-dire plutôt vraiment début d'après-midi, on va dire. Enfin, pas le début d'après-midi, justement, plutôt avant midi et puis après 16 heures. On va privilégier les expositions en mouvement. Donc, vraiment bouger, c'est important. On aura un bronzage qui sera mieux réparti, donc qui sera moins dangereux. C'est-à-dire que tout le corps prendra les rayons, absorbera les rayons. Et en plus, ça va favoriser aussi l'excitation des glandes sébacées et sudoripares. Donc, sudoripare, c'est la sueur, en gros, qui est exprimée. Les glandes sébacées, c'est plutôt tout ce qui est sébum. Mais en fait, il y a l'acide urocanique, je crois, qui va protéger vraiment au niveau qui va protéger des UV la peau, qui sera mieux protégée en mouvement, en fait. Et évidemment, après, on va parler des crèmes solaires. Alors, je reviens juste sur une question qui a été posée un tout petit peu plus tôt, mais je pense que c'est le bon moment de vous l'adresser. On a Louise-Marie qui se demande en fait quels sont les risques pour une femme enceinte lorsqu'on s'expose au soleil. Effectivement, je crois que c'est Maria qui en parlait. C'est-à-dire que du coup, on a quand même le risque du fameux masque, hein, je crois. Ouais. Mélasma, ouais. Ouais. En effet, c'est l'hormone œstrogène. On est plus sensible au soleil et même pendant d'autres, si on subit des changements hormonaux, il faut en effet mieux éviter le soleil.
Exactement, parce que ce qui se passe, c'est que sous l'effet de ces changements hormonaux, en fait, vous allez avoir une quantité de mélanocytes, mes petites cellules oranges de mon premier schéma, qui est plus importante. Et il y a une stimulation de ces mélanocytes qui produisent en fait en très grande quantité, anormale et inutile, du coup de la mélanine. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve, qu'on voit apparaître sur le visage ce que l'on appelle effectivement le masque de grossesse, le mélasma, parce qu'il y a un dérèglement finalement de la production de mélanine qui est transitoire dès lors que l'équilibre hormonal est retrouvé et que du coup le rythme des mélanocytes retrouve la normale. Normalement, l'hyperpigmentation disparaît. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ça met plus ou moins de temps. C'est vraiment propre à chacun. Et donc, le mieux, c'est pendant toute la grossesse, ne pas s'exposer ou très peu et avec une super protection, même si du coup, on ne bénéficiera pas ni de la bonne mine, ni de la synthèse de vitamine E, ni de tous les bienfaits qu'on a cités, que Inès a rappelé en début d'exposition. Mais ça vaut le coup parce que c'est quand même la prévention qui fonctionne le mieux sur le masque de grossesse. Et avant d'être enceinte et d'avoir ou non un masque de grossesse, on ne peut pas savoir si on va être sujet à ce dérèglement-là, qui ne touche pas tout le monde. Effectivement. Prévention. Merci, Absolument. Lucile, de le rappeler. Alors, une question qui va évidemment tous nous intéresser, qui a déjà été posée, c'est celui du choix de la protection et en fonction de l'indice UV et de son phototype. Ça, c'est super intéressant. Absolument. Merci Marine, je suis ravie que ça vous intéresse. J'ai essayé de faire un petit schéma pour guider parce qu'on entend beaucoup de choses, c'est pas toujours facile. Donc, à gauche, vous avez l'index UV. Alors maintenant, c'est très facile de trouver l'index UV de la zone dans laquelle on se situe. Vous tapez sur n'importe quelle chaîne de météo Paris. Par exemple, aujourd'hui, à Paris, on est sur un index UV de 5. Ah oui. Eh oui. On pourrait, parce que c'est nuageux, mais ouais. c'est index UV de 5. Et donc, après, je vous ai mis à l'horizontale les différents phototypes. Donc, il y en a 6, c'est un petit peu plus que ce qu'a décrit Inès, simplement parce qu'ils sont regroupés chez Inès. Ça, c'est l'échelle de Fitzpatrick. C'est la première personne à avoir décrit ce type de peau. Le type de peau 1 et 2 sont des peaux qui prennent beaucoup de coups de soleil. Le type 1 ne bronze jamais, donc c'est des peaux qui deviennent toutes rouges et qui ne bronzent pas. Le type 2, la peau devient rouge, bronze un petit peu, mais enfin, ça reste anecdotique. Et souvent, ces deux phototypes-là, en fait, ont des taches de rousseur. Les types 3 et 4 vont prendre des coups de soleil, mais bronzer légèrement derrière. Le type 5 va prendre très, très peu de coups de soleil, rarement en cas d'exposition intense, et bronzer de façon assez prononcée. Et le type 6 sont des peaux qui prennent des coups de soleil, mais ça ne se voit pas. C'est ce dont parlait Inès. Sont des peaux très riches en mélanine et qui, du coup, sont très bien protégées du soleil. Et donc, une fois que vous arrivez à définir, il faut que vous appreniez à connaître, votre phototype. Et puis ensuite, vous regardez l'indice UV. Et donc, j'ai fait ce tableau de recommandations. Globalement, on reste on a vite fait d'avoir besoin de se protéger. Et même quand, par exemple, on est dans une zone, donc là, aujourd'hui, on est en zone 5 à Paris, les phototypes 3 et 4 pourraient se dire, j'ai une protection SPF 15, mais entre midi et 15h, voire 16h en ce moment, comme le disait Inès, qui est le top du rayonnement, il vaut mieux pas s'exposer du tout. Vous voyez ? Donc voilà, donc c'est une petite fiche pratique qui a le mérite d'être facile à utiliser et qui permet de se guider, sachant qu'après, des cas de grossesse, par exemple, même si vous êtes un phototype 6, pendant toute votre grossesse, je vous conseille de vous protéger et de ne pas vous exposer du tout. Très bien. Donc, si on veut bien faire les choses, l'idée, c'est quand même de toujours avoir, surtout si on est en vacances, un tube d'indice 30, un tube d'indice 50 pour être sûr de se protéger efficacement. Absolument. Se protéger efficacement tout en se protéger trop aussi, c'est pas la bonne solution. Vous mettre un indice 50 tout le temps, c'est dommage parce que ça prive votre peau. Quand vous avez votre indice de protection,
vous fabriquez plus de vitamine D, vous bénéficiez pas de tous les bienfaits du soleil. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à trouver quand même le juste équilibre pour avoir tous les bénéfices sans aucun des inconvénients. Ok, super intéressant. Ben, on fera une petite capture d'écran de ce tableau pour l'avoir avec nous alors pendant les vacances. Alors, on va parler justement des différents filtres. Oui, en fait, on a deux types de filtres. On a les filtres chimiques qui sont des filtres, des composés chimiques donc qui absorbent, qui dispersent des UV. On sait maintenant qu'ils ont plusieurs inconvénients. D'abord, ils sont très polluants pour l'environnement. Ils dégradent les coraux, donc voilà, c'est une vraie pollution. En plus, ce sont des perturbateurs endocriniens, donc à la fois pour nous, voilà, consommateurs, et aussi pour la faune marine qui n'a rien demandé. Et en plus, ils ne sont pas efficaces immédiatement après application. Il faut attendre de 30 minutes. Voilà, le fait que ce soit vraiment bien absorbé. De l'autre côté, on a des filtres minéraux qui sont un moindre mal, on va dire. Donc, c'est des filtres écrans minéraux qui proviennent de poudres fines, micronisées. Ça va être oxyde de zinc, dioxyde de titane, oxyde de fer, talc, etc. Le principe, c'est que ça reste à la surface de la peau. Ça réfléchit les UV. Donc, on a une bonne protection des UVA notamment, mais voilà, le problème c'est aussi que c'est des nanoparticules, donc on ne connaît pas trop l'impact. Donc en fait, il n'y a pas de risque zéro, on va dire, mais c'est un moindre mal et c'est quand même une bonne protection au jour de nos jours, quoi. Donc voilà, il y a aussi des produits qui combinent les deux types de filtres. Globalement, on ira plutôt vers les filtres minéraux. Et voilà, et les appliquer toutes les 2 heures, quoi qu'il en soit, et après le bain, en remettre après le bain, évidemment. Il y a aussi le fait, il faut faire vraiment attention à la composition parce que pour les deux types de filtres, on a parfois justement des antioxydants simples, donc, ou des conservateurs plus toxiques. Donc, on a parfois des colorants, on a parfois des parfums inutiles. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment lire les étiquettes pour ne pas s'intoxiquer tout simplement et se protéger au mieux. Alors, on a une question effectivement sur ces filtres. Bon, là, on rentre dans des considérations un peu plus chimiques. On parle des filtres au dioxyde de titane. Oui, parfois, certains filtres sont toxiques. contiennent ça, et donc on ne connaît pas trop l'impact justement. Après, c'est pas des quantités astronomiques, mais oui, comme je le disais, il n'y a pas de risque zéro. De toute façon, on n'a pas. Voilà. Enfin, la protection la meilleure, c'est quand même de s'exposer, comme on l'a dit, de façon parcimonieuse, très progressive, et pas pendant les horaires les plus dangereux, quoi. Alors, je voudrais compléter ce que dit Inès, pardon Marine, excusez-moi. Le dioxyde de titane, qui est le principal filtre minéral utilisé, il n'est pas juste de dire que c'est dangereux. Il y a des tailles de particules, ce qu'on appelle des tailles nano de particules, qui sont telles dangereuses, qui sont étiquetées. Donc, vous reconnaissez sur la liste des étiquettes dioxyde de titane et il y aura écrit nano sur la liste des ingrédients. Ça, oui, ça pose un problème de pénétration cutanée, de dommages sur le long terme. Après, il vaut mieux quand même mettre une protection avec un filtre solaire minéral plutôt que de risquer le coup de soleil et tous les effets négatifs qu'on a vus sur la peau. Enfin, moi, c'est mon conseil. Ok, donc pour se repérer dans un magasin face à des différentes crèmes solaires, on repère plutôt filtres minéraux et la composition la plus légère possible, si je comprends bien. Voilà, filtres minéraux et pas de nano. D'accord, ouais, ok. Merci de préciser. Ok, super. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur les crèmes de protection solaire, on pourra y revenir. On va passer maintenant aux 5 aliments clés qui vont protéger notre peau contre le soleil. Oui, et peut-être aussi pour rappeler, donc le soleil qui est quelque part un nutriment, en fait, la vitamine D est synthétisée quand on ne porte pas de crème. Donc, d'où l'intérêt de s'exposer un petit peu sans protection.
dans de bonnes conditions, parce que sinon, la vitamine D n'est pas synthétisée. Mais donc, pour revenir sur des éléments concrets qu'on peut favoriser avant et pendant l'exposition, encore une fois, c'est beaucoup des antioxydants. Et un antioxydant dont on parle beaucoup récemment, c'est la astaxanthine, qui est un caroténoïde qui est présent notamment dans les algues ou les microalgues. Les algues qui représentent un aliment très riche en minéraux aussi, donc c'est un aliment assez intéressant. L'astaxanthine qui a un pouvoir antioxydant jusqu'à 1000 fois supérieur à la coenzyme Q10 par exemple. Donc il y a certaines études cliniques qui démontrent son efficacité contre les UVB et les UVA, le dommagement de la peau. Et donc, on le trouve notamment dans le saumon, les crevettes, les crabes, donc tout ce qui est fruits de mer et les microalgues. Après, donc, en termes des antioxydants, on a aussi le polyphénol qu'on trouve notamment dans tout ce qui est myrtille, cerises, fraises, framboises, mais aussi dans les agrumes, donc les légumes de couleur vif. Le thé vert, aussi très riche en plusieurs antioxydants, et le chocolat noir. Donc, encore une fois, tous les caroténoïdes sont intéressants pour leur apport en antioxydants. Donc, ça va encore une fois être tout ce qui est fruits et légumes de couleur rouge, orange, jaune. Donc, on dit en anglais « eat the rainbow », manger l'arc-en-ciel. Donc, dans son assiette, essayer d'avoir le plus de fruits et légumes de différentes couleurs parce que chaque couleur apporte ses antioxydants, ses vitamines, ses minéraux. Et encore une fois, la nature est bien faite parce que ces fruits et légumes colorés, on les trouve majoritairement en été. Voilà, exactement. Donc, manger tout à fait selon les saisons encore. Après, encore une fois, les oméga 3 dont on a parlé, qui nous protègent donc, contre le coup de soleil. Et il y a aussi certaines études qui démontrent à l'inverse que des graisses hydrogénées ou trans, qu'on sait aujourd'hui très néfastes pour la santé, augmentent aussi le risque de brûlure. Donc, les oméga 3, les formes les plus biodisponibles, c'est-à-dire le EPA et DHA, on le trouve notamment dans tout ce qui est poisson gras, donc saumon, maquereau, sardines, harengs, mais aussi dans les algues marines. Il y a aussi de sources végétales, évidemment, mais ces formes doivent être conjuguées dans le corps, dans leur forme plus biodisponible, absorbable, utilisable par le corps. Et dernièrement, donc, comme elle parlait, Inès, de l'hormone mélatonine. Donc, la mélatonine, c'est l'hormone de sommeil. Dernièrement, on comprend aussi la complexité de cette hormone et qui a beaucoup plus d'effets que juste notre sommeil, comme le cortisol qui est notre hormone de réveil. Donc, la mélatonine a aussi des effets anti-inflammatoires. Et d'où l'intérêt effectivement de vivre selon son rythme circadien, c'est-à-dire de se réveiller avec le lever du soleil et se coucher quand le soleil se couche. Et donc en fin de journée, déjà avec le mode de vie, on peut essayer d'éviter le soleil à partir d'une certaine heure, mais aussi notamment d'éviter tout ce qui est écran à partir de 8 heures, je dirais, pour ne pas avoir la lumière bleue transmise par les écrans. Mais aussi, on peut donc stimuler la production de mélatonine qui donc est créée à base de tryptophane et la sérotonine. Donc, il y a des éléments qu'on peut favoriser pour booster la production de mélatonine, notamment donc, le noix, encore une fois, le poisson, les œufs ou encore le riz noir. Merci beaucoup, Maria. Alors, on va passer maintenant au sujet de la post-exposition, qui est effectivement très important pour prendre soin de sa peau. Alors, si on attrape un coup de soleil, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, se rafraîchir, c'est le premier geste. Là, on parle vraiment de coup de soleil simple. Hein. Les choses plus graves, c'est une prise en charge différente, évidemment.
Donc, se rafraîchir en buvant, donc hydratation par l'interne, c'est important. Et puis, prendre une douche, tout simplement. Premier geste, premier truc de grand-mère, quoi. Après, on a le gel d'aloe vera qui est qu'on connaît bien pour justement pour les brûlures, qui est très efficace. Et puis, il y a l'aspect un peu frais, donc on garde au réfrigérateur pour la conservation. Et après, on peut l'appliquer sans problème, même sur des grandes zones. Si on préfère des textures plus huileuses, on a l'huile de Nigel qui est assez réparatrice. Moi, je préconise l'argile, qui est toujours un produit, le produit premier, on va dire. Donc, soit on se prépare son petit cataplasme soi-même pour des petites zones un peu plus touchées que les autres, soit on utilise les tubes déjà tout faits en vacances, c'est peut-être plus pratique. Et on laisse poser le temps d'absorber la chaleur, en fait. Après, il y a aussi, on peut mettre un mélange d'huile de Nigel et d'huile de rose musquée du Chili, qui est anti-tache et réparatrice. Par exemple, je ne sais pas, pour vraiment un coup de soleil sur le nez, ça peut être efficace. Je préconiserais aussi quelques gouttes donc dans l'huile végétale toujours, de diluer quelques gouttes d'huile essentielle de lavande vraie ou fine, parce qu'elle est réparatrice, cicatrisante, anti-brûlure, mais toujours diluée en tout cas. Et si on a vraiment un inconfort, une insolation, on met des compresses froides sur le front, sur la nuque. Enfin, vraiment encore les remèdes de grand-mère, c'est les meilleurs, c'est-à-dire la dérivation, le chaud en haut, et puis quitte à mettre vraiment ses pieds dans une eau plus tiède, un peu plus chaude. Et on boit. Alors, on a plusieurs questions sur les huiles végétales. Il y a Malika qui nous parle de l'huile de pépins de framboise. Elle en a entendu parler comme étant protectrice. Oui, j'ai entendu parler de ça. Ça aurait une protection assez élevée. Alors, personnellement, je n'ai pas de retour là-dessus, donc je ne saurais pas corroborer. On parle aussi de l'huile de graines de carotte qui aurait une protection assez élevée. Je ne connais pas le bien fondé de ces affirmations, donc je ne pourrais pas. Mais effectivement, ça existe. Certaines personnes utilisent ces huiles-là pour se protéger. D'accord. On a Louise-Marie aussi qui nous dit qu'elle utilise beaucoup l'huile de coco et l'huile d'amande de palme pour les coups de soleil. Est-ce que c'est bon aussi? Oui, il y a le karité. Enfin, voilà, si on préfère des choses un peu plus riches pour les gens qui ont vraiment, par exemple, la peau sèche, très, très déshydratée, ça peut. Le coco, en plus, il y a un petit aspect antibactérien qui est intéressant, donc pourquoi pas. D'accord, ok, c'est validé par Inès, vous pouvez continuer à utiliser vos huiles. Super, alors maintenant, on va parler des soins de la peau après l'exposition. Exactement, et ça me fait une super transition, effectivement. Comment choisir finalement quel type d'huile? Est-ce qu'il faut des huiles? On a beaucoup l'été, le produit star de l'été, c'est l'huile sèche qu'on se met après le soleil. Il peut y avoir des mélanges d'huile végétale vierge, comme celle qu'on a citée avant, ou des huiles brutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que une huile va avoir une action de surface. Si on se remémore le petit schéma que je vous ai montré en tout début, en fait, une huile, comme ce sont des molécules qui sont très grosses, quand on les regarde au microscope, enfin si on les regardait, c'est des acides gras, donc c'est des très grosses molécules, donc ça pénètre quand même peu dans les profondeurs de l'épiderme. Donc, en fonction de comment est la peau, si elle est très, très déshydratée, très, très sèche ou très sollicitée, nous, on conseillera de mettre en plus ou à la place plutôt une émulsion. Une émulsion, c'est une crème. Donc, vous avez des laits, des baumes, vous choisissez en fait ce que vous préférez appliquer, mais au moins une émulsion qui est un mélange d'eau et d'huile et qui est blanc à l'œil, va avoir en fait comme ce mélange-là en fait va pouvoir pénétrer un petit peu plus en profondeur dans la peau et donc avoir une action un peu plus réparatrice. Donc on peut utiliser les deux. On met une crème avant de mettre de l'huile, ou si la peau est très très sèche et qu'on doit choisir, il vaut mieux plutôt
une crème. Et si la peau est simplement un petit peu déshydratée et sèche en surface, une huile peut faire largement le travail. Globalement, la peau, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au contact du soleil, et en plus, je reboucle, c'est parfait avec ce que Inès et Maria disaient au début. Donc, le soleil va avoir un effet, va colorer un petit peu la peau grâce à la mélanine, va avoir une action anti-inflammatoire, antiseptique sur la peau. Donc, on a souvent une peau super lisse, super belle. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'elle s'épaissit et que si on ne prend pas le soin de faire de la prévention en l'exfoliant un petit peu, que ce soit sur le corps ou sur le visage, pour limiter le fait qu'elle s'épaississe trop, et ben on peut avoir un effet rebond post-soleil. On a des peaux qui se retrouvent avec plein d'imperfections après le soleil, parce que le soleil, finalement, masque un peu ça. Donc, le meilleur geste de prévention, c'est le gommage ou le peeling doux. Pas de trop gros grains pour se gommer, parce que ça peut être un peu dur pour la peau. Et puis après, les autres besoins de la peau, c'est les mêmes que ceux que décrivait Maria pour l'alimentation. Donc, on a besoin d'hydratation, on a besoin d'antioxydants qui vont agir pas en voie interne, mais vraiment à la surface de la peau pour éviter tout ce qui est phénomène de vieillissement. Et puis, il est très bon d'avoir, que ce soit dans des émulsions ou dans des produits bruts, des huiles vierges. Alors, c'est important d'avoir des huiles vierges pressées à froid parce que, en plus des triglycérides de l'huile, vous avez ce qu'on appelle la partie insaponifiable. Et c'est dans cette partie insaponifiable de l'huile que l'on a les oméga-3, les antioxydants, enfin les acides gras essentiels, pas que les oméga-3, les antioxydants, les vitamines qui font du bien à la peau. Donc, voilà ce que je voulais vous partager comme tips. Donc, hydrater, prévenir le vieillissement et nourrir la peau. On peut prendre huile ou lait et puis ne pas oublier d'exfolier la peau pendant toute la période d'exposition. Et chez La Beauté, donc vous pouvez nous accompagner sur toutes ces étapes du soin avec les produits que vous proposez. Oui, là, je vous ai mis des petites photos des produits que l'on propose. Absolument. En fait, à la fin de la présentation, on a mis un lien pour que vous puissiez prendre rendez-vous. Vous faites une consultation avec nos pharmaciens et ils vont créer en fait votre bonne routine. Est-ce qu'il y aura des huiles? Est-ce qu'il y aura un peeling, une crème pour le corps, le visage? En fait, il va vraiment vous créer votre bon programme en fonction de votre nature de peau, de votre phototype, aussi de la zone dans laquelle vous partez en vacances. D'accord. Il va faire ce programme à vous. Super intéressant. Merci beaucoup, Lucille. Merci à vous. Écoutez, merci beaucoup. Je crois qu'en plus, on a tenu parfaitement le timing. C'est génial. N'hésitez pas, si vous avez des questions encore, on peut encore en traiter quelques-unes. S'il y a d'autres choses qui émergent après la conférence, vous pouvez nous envoyer un petit mail. On se fera un plaisir de transmettre à nos super intervenantes. Vraiment, n'hésitez pas. On vous rappelle que Médoucine, donc je vous l'ai dit au départ, c'est un réseau de praticiens certifiés en médecine douce sur laquelle vous pouvez retrouver des praticiens en nutrition, des naturopathes, mais aussi des sophrologues, des hypnopraticiens, des praticiens en shiatsu, en ayurveda. On est vraiment là pour vous accompagner sur toutes vos problématiques de santé du quotidien. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site et puis vous pourrez aussi retrouver Maria et Inès. Si vous avez vraiment des problématiques spécifiques, il n'y a rien de tel qu'un rendez-vous individuel pour vraiment creuser et surtout avoir des impacts sur votre santé. Donc, n'hésitez pas, Inès et Maria et leurs consoeurs et confrères sont là pour vous aider. Et puis, on était vraiment ravis d'accueillir Lucille et La Beauté. Donc, comme Lucille en faisait mention, vous avez la possibilité donc, de faire un diagnostic de peau auprès donc, de professionnels. Tu parlais de pharmaciens, ça c'est aussi une spécificité de La Beauté. Donc, n'hésitez pas, c'est toujours intéressant d'avoir, de comprendre en fait comment est notre peau et qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour en prendre soin. Parce qu'on a souvent des fausses bonnes idées. Il y a des choses qui sont assez ancrées, qui ne sont pas forcément toujours bonnes pour la peau. J'en parle en connaissance de cause, puisque moi, j'ai la chance d'être accompagnée par une naturopathe qui m'a donné plein de bons conseils. Donc, pour prendre soin de mon enveloppe. Donc, merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, on vous envoie un petit mail cet après-midi avec le replay de la conférence
et puis la présentation. Donc, vous pourrez partager ça à vos proches, notamment ceux qui vont trop au soleil sans s'exposer. C'est eux qu'il faut viser en premier. Et puis, voilà, on se fera un plaisir de transmettre à nos intervenants. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, j'ai appris plein de choses. Je vous remercie vraiment pour votre présence et votre participation. Merci surtout à nos 3 experts. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci Marine, merci à tous. À bientôt, bon après-midi et surtout passez un bel été. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est bon, j'ai arrêté, mais on est encore ensemble.